Gilles Bornstein. On va rentrer à présent dans le détail, dans ces annonces faites par le chef de l'État ce matin dans une interview conjointe à nos confrères de Libération et de La Croix. Je voudrais d'abord que vous nous donniez chacun votre sentiment général par rapport aux propositions qui sont mises sur la table par le chef de l'État aujourd'hui. Giovanna Marsico, on commence avec vous. Je rappelle que vous êtes la directrice du Centre national des soins palliatifs. Et de la fin de vie. Et de la fin de vie. Merci beaucoup pour cette invitation. En effet, avant d'arriver sur l'avis autour des annonces, suite aux annonces, je voudrais peut-être réagir à l'intervention précédente sur le fait que, bien sûr, c'est une décision du président de la République. Bien sûr, le président de la République peut avoir ses leviers, mais il est aussi vrai que depuis septembre 2022, jusqu'à maintenant, il y a eu un travail considérable, énorme, un travail de concertation, un travail de débat, un travail d'écoute, un travail de formation des conventionnels de la Convention citoyenne. Il y a eu un travail vraiment très, très, très important, des groupes de travail animés par les ministres, des déplacements à l'étranger. Tout ce travail mène aujourd'hui à une maturation des conditions pour pouvoir mener un choix éclairé. Donc, bien sûr, il peut y avoir des considérations, ça c'est pas moi de le Mais il y a une pointer. méthode que vous saluez ce soir. Ah, mais il y a absolument une méthode qui est une méthode extrêmement originale, qui est partie d'un avis du CCNE, donc du Comité national consultatif d'éthique, qui a été repris par les conventionnels de la Convention citoyenne, 185 personnes tirées au sort, formées, qui ont écouté des auditions, une cinquantaine en total, qui ont débattu entre eux, discuté et qui ont rédigé un rapport qui a été proposé au président de la République. Et à partir de ce rapport, le président de la République a annoncé la volonté d'aller vers un projet de loi et d'aller vers également une stratégie décennale pour les soins palliatifs. Tout ça, ça a amené un travail d'une instance de préfiguration pour l'élaboration d'une stratégie décennale. Et aujourd'hui, on arrive à repartir sur ces éléments. Et malgré tout ce travail qui a été fait, on l'a vu dans le sujet, il y a des réserves quand même assez fortes qui s'expriment aujourd'hui. Et je vous regarde, Audrey Goutard, pour vous saluer et préciser que vous nous avez rejoint, un journaliste spécialiste dans les questions de société. Il y a de grandes réserves qui sont émises aujourd'hui par le monde médical. Vous allez peut-être nous en dire un mot. Mais d'abord, on va continuer ce tour de table. Philippe Loéac, vous qui êtes donc le délégué général de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, une association qui réclamait une évolution de la loi. Est-ce que vous êtes satisfait ce soir de ces propositions faites par le président de la République? Depuis 44 ans, la DMD milite pour qu'une loi de liberté permette à chacun de choisir les conditions de sa propre fin de vie. Donc oui, on est satisfait qu'aujourd'hui, le président de la République ait enfin posé un calendrier, enfin posé des pistes de travail. Ce qu'il propose aujourd'hui ne nous satisfait pas pleinement. Il y a des zones d'ombre. On comprend que les malades atteints de maladie d'Alzheimer, parce qu'il n'y a pas de prise en considération des demandes anticipées, vont être laissés de côté. On comprend que les malades atteints de Charcot vont être laissés de côté parce que ce pronostic vital engagé à court ou moyen terme ne leur permettra pas d'éviter les affres des derniers stades de la maladie. Mais on sait aussi que c'est le Parlement qui fait la loi dans notre pays. Et nous savons qu'au Parlement, une grande majorité des parlementaires sont favorables, en tout cas à l'Assemblée nationale, qu'il y a des personnalités très fortes à l'Assemblée nationale, je pense à Olivier Falorni ou à Caroline Fiat ou évidemment à Agnès Firmin-Le qui enrichiront ce texte pour que ce texte, au fond, soit un texte qui permette à chacun, en toute conscience, y compris avec la clause de conscience des soignants, de choisir les conditions de sa propre fin de vie. Au fond, comme ça se passe en Belgique. Dans votre reportage précédent, on avait l'air d'expliquer que les pays démocratiques qui ont légalisé l'aide active à mourir étaient des pays dans lesquels on se débarrassait des inutiles. Ça n'existe pas. La police et la justice veillent. Ce sera la même chose dans notre pays. Ce sera une loi d'humanité, une loi de compréhension, une loi d'acceptation des désirs des uns et des autres, qui ne sont pas les mêmes en fonction de vos convictions spirituelles et religieuses ou de ceux qui sont athées ou agnostiques. Et il faut entendre tout le monde dans ce débat. Et le président de la République ouvre la possibilité d'une loi d'équilibre en fin de vie qui permette aux soins palliatifs d'avoir 1 milliard de plus pour se développer,
c'est indispensable dans notre pays d'avoir des soins palliatifs partout et pour tous, mais aussi d'avoir une aide active à mourir qui permette à ceux qui se retrouvent dans une impasse et qui considèrent que le temps qu'il leur reste à vivre n'est plus que de la survie, de s'en échapper. Farouja Ossini, quand on parle de fin de vie, évidemment, on touche peut-être à une des questions les plus intimes de chaque être humain, de notre rapport à la mort. Le chef de l'État a dit, avec ce texte, on regarde la mort en face. Qu'est-ce que la psychanalyste a à dire sur ce désir de contrôler peut-être l'incontrôlable? C'est la psychanalyste philosophe qui va vous répondre. Je crois que c'est La Rochefoucauld, reprenant Héraclite, qui dit que la mort, comme le soleil, ne peut pas se regarder en face. En fait, je prends en fait la parole parce que j'ai changé d'avis sur l'euthanasie. Comme 80-90% des bien-portants, j'étais favorable à l'euthanasie en me disant qu'après tout, il faut être soulagé de douleur, etc., Comme la plupart des Français. Comme la plupart des Français, absolument, absolument. Et si vous voulez, ça n'est qu'en interrogeant profondément les ressorts, si vous voulez, philosophiques qui animent chaque présupposé, si vous voulez, avec mon collègue Bruno Dalla Porta, qui est également médecin et philosophe, avec qui nous avons publié ce livre pour justement clarifier ces enjeux philosophiques. Parce qu'en fait, l'immense majorité des personnes sont dans une grande confusion. Ils confondent par exemple les 5 cas qui unissent l'acte médical et la mort, que Bruno clarifie dans le livre. Je ne peux pas vous en parler là parce que le temps est serré, mais si vous voulez, une sédation, faire en sorte de soulager une personne pour calmer sa douleur, l'endormir, ça n'est évidemment pas la même chose que programmer une mort où vous injectez un produit mortel et en 5 secondes, il n'y a plus personne. Donc aujourd'hui, vous êtes deux choses différentes. Les propositions qui sont avancées par le chef de l'État, où il y a des conditions qui sont très strictes, puisque ça concernerait des personnes majeures, capables de discernement, atteintes d'une maladie incurable, dont le pronostic est engagé à court ou moyen terme, avec des douleurs réfractaires, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être soulagées. Ça, vous êtes contre aujourd'hui, quand vous dites j'ai changé d'avis? Oui, je suis contre parce qu'en fait, nos collègues belges, je pense à mes collègues psychiatres, nous indiquent qu'en fait, la Belgique, comme la France, s'engageait au démarrage à ne pas concerner les mineurs, à ne pas concerner les personnes souffrant de troubles cognitifs, à ne pas concerner les personnes souffrant de dépression. Or, passé 5 ans, 10 ans, 20 ans, eh bien, une fois que les portes sont entrouvertes, et Badinter l'avait bien pressenti, une fois que les portes sont entrouvertes, eh bien, en effet, les indications s'élargissent, et c'est pourquoi l'avis du CCNE n'est pas universel. L'universalité, si vous voulez, c'est ce qui peut être étendu dans le temps et dans l'espace. Donc, il faut aujourd'hui considérer les plus vulnérables de demain, c'est-à-dire ces jeunes gens qu'on va euthanasier pour dépression, par exemple, comme ça a pu être le cas en Belgique, et mes collègues belges nous invitent à nous lever et à nous lever tôt. Mais là, c'est pas le cas dans le projet de loi qui est mis sur la table par le gouvernement. Alors, puisque vous parlez de la Belgique, on va aller retrouver tout de suite Elliot Samuel qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe chez certains de nos voisins qui autorisent l'euthanasie et l'assistance au suicide. Oui, certains pays ont de l'avance sur ces thématiques par rapport à la France. En Europe, vous parliez de la Belgique, il y a aussi les Pays-Bas. Ce sont les 2 pays réellement précurseurs en Europe. Tous les 2 ont légalisé, dépénalisé l'euthanasie et l'assistance au suicide la même année. C'était en 2002, le 1er avril exactement, pour les Pays-Bas. Une euthanasie qui est autorisée donc pour les personnes victimes de souffrances insupportables et sans espoir d'amélioration pour elles. En Belgique, c'était seulement, donc vous le voyez, quelques semaines plus tard. Et à chaque fois, la demande, elle doit être volontaire, réfléchie et répétée pour ces patients pour pouvoir être autorisés à avoir cette assistance au suicide ou cette euthanasie. Leurs voisins alors pour les Pays-Bas et la Belgique, ils sont les 2 seuls pays à autoriser l'euthanasie pour les mineurs. Ça a été la Belgique qui a été la première à autoriser donc cette euthanasie pour les mineurs. On était en 2014, même pour les moins de 12 ans, mais les critères sont très stricts à chaque fois. Leurs voisins, on en vient du Luxembourg, ont décidé d'autoriser l'euthanasie et l'assistance au suicide quelques années plus tard, en 2009. Et puis il faut attendre plus longtemps. L'Espagne, il y a seulement 3 ans. Le Portugal, l'an dernier, ont décidé d'autoriser ces pratiques. Mais à chaque fois, il faut évidemment passer par des commissions d'experts, notamment des médecins, à plusieurs reprises, qui doivent vérifier si le patient a réellement bien réfléchi à avoir l'euthanasie ou cette assistance au suicide. D'autres pays, en revanche, Elliot, autorisent uniquement certaines pratiques pour accompagner la fin de vie. Oui, à commencer par la Suisse. Pas d'euthanasie en Suisse, mais
seulement en quelque sorte l'assistance au suicide qui est autorisée depuis très longtemps. Depuis 1942, dans ce pays, on n'est jamais revenu sur ces pratiques. Les débats sont clos depuis assez longtemps en Suisse donc. Et en Suisse, il est autorisé donc l'assistance au suicide pour de nombreux critères. Le seul vraiment qui est interdit, c'est qu'il ne faut pas de mobile égoïste, à savoir que ce ne soit pas pour un héritage notamment. Des vérifications sont faites à chaque fois. On peut penser aussi à l'Autriche où le suicide assisté est autorisé pour les personnes atteintes notamment d'une maladie grave et incurable. Puis il y a le cas de l'Italie où l'euthanasie, l'assistance au suicide sont interdites à chaque fois, mais il y a eu une exception depuis 2019 avec la Cour constitutionnelle qui a autorisé l'assistance au suicide. Les conditions sont extrêmement strictes pour des personnes réellement en fin de vie qui n'ont plus d'avenir face à une maladie totalement incurable. Et enfin, nos voisins du Royaume-Uni, pour eux, l'euthanasie, l'assistance à suicide, ils sont totalement interdits outre-Manche. Merci beaucoup, Elliott Samuel. On voit qu'il y a beaucoup de situations très, très différentes. Audrey Goutard, je disais tout à l'heure, les Français sont largement favorables à l'euthanasie. Alors là, en l'occurrence, on parle d'aide à mourir ou de suicide assisté avec exception d'euthanasie. Mais vous vouliez relativiser un petit peu. Oui, alors c'est tout. Ce sondage est très intéressant même parce qu'il montre toute la complexité finalement de ce questionnement que tous les Français se posent, puisqu'on a tous effectivement autour de nous des gens qui peuvent se retrouver dans une situation de souffrance et qui peuvent vouloir effectivement à un moment donné en finir, pour dire les choses clairement. Alors lorsqu'on interroge ces Français, ils sont 70% favorables à une aide active à mourir. Mais néanmoins, et c'est la subtilité de ces sondages, seuls 36% d'entre eux disent et envisagent recourir eux-mêmes à l'euthanasie s'ils étaient atteints d'une maladie douloureuse ou incurable. Donc vous voyez, les choses ne sont pas si simples. Par ailleurs, un autre point qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'on franchit des étapes et ce débat que nous avons là, ces étapes, elles sont franchies aussi par l'évolution de notre société. Il faut voir qu'aujourd'hui, la France compte 26% de personnes de plus de 60 ans, c'est-à-dire un habitant sur 4. En 2040, nous serons près de un habitant sur 3 à avoir plus de 60 ans. L'âge qu'elle se pose ce genre de questions. Et puis, effectivement, en 30 ans, le nombre de nouveaux cas de cancer, cette maladie effectivement souvent incurable, a presque doublé en France. Donc là aussi, effectivement, ce questionnement se pose, soit pour soi-même, soit pour son entourage. Giovanna Marsico, qu'est-ce qui vous inquiète dans ce projet de loi, dans ces propositions qui sont avancées aujourd'hui par le chef d'État? S'il y a des choses qui vous inquiètent. Franchement, ce qui m'inquiète le plus, ça sera la tenue des débats parlementaires. C'est exactement ça, mon inquiétude la plus profonde, c'est-à-dire que face à un projet de loi qui justement a eu un travail considérable en amont, qui est aussi un projet qui reprend des éléments donnés par les 185 citoyens de la Convention, donc avec un éclairage citoyen fort, et bien que ce débat au sein du Parlement ne trouve pas la même paisibilité dans les échanges, le même respect, le même écoute que ce qui a été fait auprès des citoyens de la Convention. Mais pour qu'on comprenne bien, vous êtes plutôt favorable aux propositions qui sont faites aujourd'hui par le chef de l'État? Moi, j'ai bien entendu les propositions du président de la République et je trouve que ce sont des propositions qui répondent à un contexte qui a été identifié, analysé avec des déplacements à l'étranger. Il y a eu un grand travail d'études sur des modèles différents. Et en fait, aujourd'hui, la proposition est celle d'un modèle français. Et ce modèle français est le modèle qui répond le plus à la société actuelle. Et par ailleurs, c'est tout à fait vrai que dans d'autres pays, il y a eu des élargissements des conditions d'éligibilité, mais il faut savoir que la loi elle-même, elle change en fonction de la société. La société change et la loi peut changer et donc avoir une autre composition après 20 ans, après 30 ans d'exercice. Donc, moi, je serais plus nuancée sur la question de l'élargissement, des risques d'élargissement de cette loi, parce que ce qui apparaît est qu'en fait, aucun des pays qui a légiféré n'est revenu en arrière. En revanche, les pays dans lesquels il y a eu de la jurisprudence, je pense à l'Italie,
mais aussi la Colombie. Là, effectivement, ce n'est pas une exception de jurisprudence, c'est que la jurisprudence a répondu à des faits divers sur des situations qu'elle a réputées inacceptables, la jurisprudence, la plus haute jurisprudence, donc celle de la Cour constitutionnelle, et elle a demandé systématiquement aux législateurs de s'emparer du sujet. Et pour des questions politiques, le législateur ne le fait pas. Philippe Loyac, vous entendez ces craintes qui sont formulées ce soir? À la DMD, nous entendons les craintes, et c'est pour cela qu'on appelle de nos voeux un cadre. Et Giovanna le rappelait tout à l'heure, les pays qui ont avancé à la suite d'une décision de justice, et en particulier l'Autriche, c'est justement pour fixer un cadre. C'est ce cadre qui évite les dérives que nous trouvons dans certains cas en France d'aides actives à mourir qui sont pratiquées sans autorisation, sans transparence et pas toujours avec l'avis de la personne. Pour revenir sur la question des sondages, pardon, on n'est pas obligé d'être favorable uniquement à des libertés dont on va user. Je suis favorable à l'IVG. La probabilité que j'ai à en bénéficier est assez faible. On a parlé tout à l'heure de la constitutionnalisation de l'IVG. Simone Veil était favorable à l'IVG. Elle a eu 3 enfants qu'elle a eu très jeunes. C'est un droit qui, a priori, souhaite pour les autres. On n'est pas obligé d'être dans une société égoïste. Alors j'entends bien que certains considèrent qu'on ne peut pas regarder la mort en face. Pardon de vous le dire un peu fermement, mais si vous allez voir Catherine Icardi, si vous allez voir Anne Berthe, si vous allez voir Alain Coq, si vous allez voir tous ces hommes et ces femmes qui sont obligés de s'exiler en Belgique, en Suisse ou de pratiquer des aides actives à mourir en France de manière illégale et clandestine, allez leur dire qu'ils ne sont pas fichus, pardon pour le terme, de regarder la mort en face, ils vont rire a posteriori. Ils vont rire parce que ils ont regardé la mort en face. Alors, les grands principes et les grandes théories, c'est très bien. Simplement, ça ne se confronte pas à la réalité. On le dit, les personnes qui sont dans les unités de soins palliatifs, c'est l'avis du CCNE qui le dit, 9% des personnes demandent, quelle que soit la qualité des soins palliatifs dont ils bénéficient, à obtenir une aide active à mourir. Pour être très concret. 3% réitèrent la demande. Philippe Loyac. 3%, c'est l'État, c'est le nombre de personnes qui, en proportion d'une population, bénéficient d'une aide active à mourir en Belgique ou aux Pays-Bas. Très concret, elle va concerner qui cette loi, ce projet de loi en l'état? Imaginons qu'il soit adopté en l'état par le Parlement. Qui sera concerné? Visiblement, aujourd'hui, le président de la République s'oriente vers des patients qui sont atteints de cancer dans des phases très avancées. C'est cela qu'il vise. C'est une première étape pour nous parce que ce qui va manquer, c'est encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, toutes les maladies neurodégénératives, qu'il s'agisse des maladies à long cours, donc que ce soit Alzheimer, que ce soit Charcot, qui effrayent les Français, pour lequel la société n'a pas de réponse. Un malade qui est atteint de la maladie de Charcot aujourd'hui, quelle que soit la durée de son pronostic vital, il va en mourir. Et les stades ultimes de la maladie de Charcot, ce sont des stades qui provoquent des agonies épouvantables et qui se finissent par un étouffement. Personne n'en veut. Si vous dites qu'il faut que le pronostic vital soit engagé à court au moyen terme pour en bénéficier, les malades vont être obligés de rentrer dans ce truc. Alors pardon de le dire, et pardon de le dire de manière un peu fâchée, les gens qui sont atteints de la maladie de Charcot, et on en suit un certain nombre aujourd'hui, et je pense qu'au Centre national on en voit aussi, ils se fichent de savoir s'ils sont en capacité de regarder, comme le soleil, la mort en face. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont en phase terminale d'une maladie, qu'ils souffrent, qu'ils ne se voient pas, peut-être pour de mauvaises raisons, peut-être que s'ils avaient, je ne sais pas, un supplément de quelque chose, ils pourraient aller au-delà. Simplement, leur volonté est de s'arrêter là. Quand le compagnon de Marina Carrère-Dancos, qu'on a vu dans votre sujet, dit que lui, lorsqu'il sera dans cette situation, il s'arrêtera, il faut l'entendre. Et tous les bouquins du monde ne permettront pas de dire qu'on sait pour les autres ce qui leur convient. Faouja aussi. Alors, ça s'adressait à vous. On va vous laisser répondre. Alors, je vais y répondre. Aimablement, je m'adresse aimablement à vous. De façon très sympathique, je vous assure. Je vais parler de ma pratique clinique. Je suis médecin. Les demandes de mort, j'y suis confrontée chaque jour. Avec des personnes qui ont des désirs forts de mort, des personnes qui se jettent du 6e étage ou qui se tirent une balle et qui s'arrachent le menton. Et des personnes qui vous disent ensuite
qu'elles voulaient seulement tuer une partie d'elles-mêmes, voyez-vous. Et donc ces personnes, si elles ont recours à la mort programmée, qu'on appelle de façon très édulcorée aide à mourir, si elles avaient eu recours, comme en Belgique, à cette mort programmée, eh bien elles n'auraient pas eu de chance de seconde vie. C'est ça dont je veux parler. L'autre chose concernant les personnes effectivement atteintes de maladie Charcot, vous évoquez le compagnon de cette journaliste, ancien médecin. En fait, de quoi s'agit-il? En fait, quand vous tombez malade, tant que vous êtes bien portant, vous imaginez ce que vous voudrez pour demain, d'accord? Et en fait, quand on devient réellement malade, la vie veut la vie, et on recule toujours un peu plus, c'est-à-dire les personnes, moi, j'en connais des personnes qui ont des maladies de Charcot, et j'ai rencontré Olivier Goua il y a pas très longtemps, et ce film formidable de Stéphanie Pignonca, Invincible été, qui montre comme ça qu'en fait, on se dit que bon, quand je serai paralysé de ci, je voudrais mourir. Quand j'aurai ci, et en fait, on recule systématiquement parce que la vie veut la vie et les personnes vulnérables aussi. Et ce que je veux dire, c'est que ça crée des implicites. Hein. Les implicites sont les plus vulnérables. Vous et moi, on n'aura probablement pas recours parce qu'on sera tranquillement chez nous avec des personnes à domicile, avec des soins nécessaires, avec des personnes pour nous faire à manger, etc. Les plus fragiles n'y auront pas recours. On n'a plus le temps, malheureusement, mais évidemment, le débat ne fait que commencer. En tout cas, il va se poursuivre avec ce projet de loi qui sera présenté en avril, qui arrivera à l'Assemblée à la fin du mois de mai. Merci d'être venu ce soir sur ce plateau pour nous éclairer sur les enjeux de ce projet de loi qui débute. Merci beaucoup à tous les quatre.